Bonjour et bienvenue dans La Foule. La Foule, c'est un podcast qui parle de la coopération. Un podcast pour vous faire découvrir des personnes ordinaires et extraordinaires. Un podcast pour vous partager le témoignage d'hommes et de femmes qui m'ont touché, soutenu, ému, émerveillé et inspiré. Isabelle est l'une de ces personnes, alors j'ai eu envie de vous partager son histoire. Isabelle, c'est une femme passionnée et passionnante qui apporte beaucoup de couleurs autour d'elle. Elle aime profondément révéler la beauté des autres humains et les accompagner à réaliser le meilleur d'eux-mêmes pour un monde meilleur. À ses côtés, on se sent bien, on se sent vrai, on se sent grand. Elle a travaillé pour un grand institutionnel pendant 31 ans, en occupant différentes responsabilités dans des domaines variés. À présent, elle s'est tournée vers la facilitation, le coaching et l'animation d'ateliers philo pour les enfants. C'est sur ce chemin-là que je l'ai rencontrée. Isabelle, elle est aussi artiste peintre professionnelle depuis 14 ans. En 2019, elle s'est lancée dans un projet un peu fou, celui de réaliser une fresque monumentale de 24 mètres par 50 mètres, intitulée « Réalisons nos rêves pour un monde meilleur », où elle invite chacun et chacune à écrire son rêve sur la toile peinte. Et pour soutenir ce projet, elle a écrit un mémoire de recherche sur la réalisation des rêves. Dans cet épisode, Isabelle nous dévoile ses apprentissages sur le rêve, sur cet élan créateur et ce souffle de vie. Rêver pour se relier, rêver pour grandir ensemble, rêver pour se connecter au vivant. Je m'appelle Laura Chagnou-Becker, bienvenue dans La Foule. T'es prête ? Ouais. C'est complètement freestyle, j'adore. C'est parti, allez. Isabelle, j'ai une première question pour toi. Qu'est-ce que le rêve ? Alors c'est une très bonne question. Merci Laura. Pour moi, le rêve, c'est quelque chose que l'on réalise et qui nous fait grandir vers une meilleure version de soi. Et il n'y a pas une qualification de petite ou de grande chose. C'est quelque chose qui nous fait avancer. Ok. Et pourquoi tu as voulu investir ce sujet et découvrir comment on réalise ses rêves ? En fait, pour moi, réaliser ses rêves, c'est la meilleure façon de rester en vie et en vie dans de bonnes conditions, de garder la flamme de vie et de grandir au fur et à mesure et de faire grandir les autres. Et quelle a été ta démarche donc pour étudier les rêves ? J'ai eu envie d'aider les gens à réaliser leurs rêves, ne serait-ce que justement en démystifiant le rêve. C'est pas forcément le truc gravir l'Everest, le truc qui paraît impossible. Le rêve, c'est quelque chose qui va nous aider à grandir. Par exemple, pour une personne, son rêve, c'était de devenir maman. Et en fait, de devenir maman, ça lui a permis de prendre confiance en elle et de faire plein d'autres choses. Et donc là, ces derniers mois, tu as lu des livres, interrogé des personnes. Ouais. Qu'est-ce que tu retires de ces mois d'analyse, d'enquête, d'exploration ? Alors, d'abord, un plaisir immense. C'est assez magique d'interviewer les gens sur comment ils ont réalisé leurs rêves. C'est touchant. À chaque fois, en fait, je l'ai pas fait dans cette intention-là, mais je trouve qu'il y a une très belle connexion avec la personne lors de ces interviews. Et du coup, je suis partie dans l'émotion et j'ai oublié le début de la question. Ouais, je t'ai demandé, donc là, tu as passé plusieurs mois à te plonger dans ce sujet pour réaliser ses rêves. Comment on réalise ses rêves. Et donc, ce que tu me racontais, c'est que tu as interrogé des personnes. Voilà, donc qu'est-ce que tu retiens de ces différents mois, de ces mois passés ? Donc ce que je retiens, c'est quasiment toujours la progression. C'est-à-dire réaliser une chose qui est importante, prendre confiance en soi, du coup pouvoir réaliser autre chose, augmenter la confiance en soi, se dire du coup je suis capable de faire ça. Donc une progression, et ça je trouve que c'est très très important du coup de se dire ok, c'est quoi la première étape
par rapport à un rêve, quel qu'il soit? C'est quoi la première étape et la mise en mouvement? Ce que je trouve très joli, c'est que quand j'ai posé les questions des ressources, la première ressource pour réaliser son rêve, c'est les autres. Et ça, c'est très très beau. C'est toujours très touchant de voir comment l'entourage, comment il y a des personnes ressources, comment l'entourage va permettre justement d'avancer, parce que c'est jamais un chemin tout droit, c'est jamais un chemin facile, et il y a toujours des moments de doute, et en plus, quelque part, plus on se trompe et plus on avance. Or, on est plutôt en Occident dans une culture, enfin en tout cas en France, une culture où l'échec n'est pas quelque chose qui est valorisé, alors même que l'échec est indispensable pour réussir. Et donc, je trouve très joli d'avoir pu faire ces interviews et d'avoir pu voir ces chemins qui sont, qui sont pas tout droits, avec des ornières, et que justement, c'est l'ornière, c'est l'analyse, c'est la capitalisation. Ok, là, je me suis plantée. Ok, je me suis plantée là-dessus, j'en tire quoi comme conséquence? Et d'avoir des gens, du coup, qui sont là, ok, mais on continue, c'est quoi? Et puis, le soutien, les croyances. La croyance, elle peut être autant un appui qu'un frein. Et par exemple, la croyance que, si je veux, je peux. Elle est assez extraordinaire, et elle va aider plein de personnes à se dire, ok, j'y vais. Et l'importance justement d'un soutien qui va peut-être déminer certaines croyances. Je suis pas capable de prendre la parole en public, par exemple. Et le fait d'y aller par petits pas pour déconstruire cette croyance, la personne, elle a pris la parole dans un petit cercle d'amis, ça s'est bien passé. Et après, du coup, elle s'est dit, tiens, je vais prendre la parole dans une association. Et ça s'est bien passé. Et du coup, tu vois, capitaliser, voilà. Quand il y a des croyances fortes, super, et s'appuyer dessus. Et quand il y a des croyances limitantes, aller gentiment déconstruire cette croyance pour pouvoir avancer. Voilà. Après... j'ai plein de questions qui arrivent. Est-ce que tu as pu comprendre l'origine de ces croyances limitantes, ou à l'inverse ces croyances positives? Qu'est-ce qui fait qu'une personne puisse dire tout est possible, et à l'inverse que certaines personnes soient plutôt terrorisées, ou aient des peurs qui limitent la réalisation des rêves? Ça, c'est hyper intéressant. Il y a différentes origines, il y a des croyances familiales. C'est super d'aller explorer ces croyances-là, en tout cas quand elles sont positives, de se dire, par exemple, il y a la croyance familiale, il y a l'histoire de la famille, le grand-père qui était entrepreneur, qui a fait ça, ou voilà, une femme inspirante qui, à son époque, était la première à réaliser. Moi, j'ai par exemple une arrière-grand-mère qui était une des premières femmes teneurs de café. Quand on regarde les archives, waouh quoi, elle était teneur de café, c'était pas du tout, et c'est très intéressant, je trouve, d'aller chercher ces éléments-là, et après souvent d'identifier j'adore ce livre de Marshall Rosenberg, les mots sont des fenêtres ou des murs, d'aller chercher les petites phrases de l'enfance qui peuvent avoir cassé les choses. Ou au contraire, voilà, qui peuvent être un soutien. On peut avoir une petite phrase de l'enfant en enfance, telle que on fait un bon cheval en sautant les obstacles. L'enfant qui va entendre ça, il va rencontrer un obstacle, il va dire ok, je m'améliore. Il peut y avoir à l'inverse, là, sur des croyances limitantes, des modes de j'aime moins parler de ça, mais ça existe, quoi, des modes de fonctionnement où le parent, sans s'en rendre compte, va mettre une étiquette sur l'enfant. Tu es lui, de toute façon, il est dans la lune. Bon alors, le rêveur, tu fais quoi? Alors, t'es dans la lune? Non, de toute façon, il va pas être capable de le faire parce qu'il est dans la lune. Voilà, des petites phrases qui, répétées dans l'enfance, vont faire que la personne peut se sentir pas capable de faire les choses. Et donc, ce qui est intéressant, c'est d'aller, du coup, identifier cette petite phrase, de la regarder, de prendre de la hauteur, de se dire, ok, et quels sont tous les exemples où justement j'ai su mettre en place des choses et où j'ai pu faire des choses. Et là, on va reconstruire la confiance en soi, et du coup une autre croyance.
Voilà. Donc je trouve que c'est vraiment s'appuyer sur ce qui est fort et c'est chouette. Et puis sur ce qui a généré des pertes de confiance en soi, aller le travailler pour justement démontrer que ouais. Et pourquoi on rêve? Il y a plein de philosophes qui ont écrit là-dessus. Et en fait, on va se connecter à un besoin plus grand, en fait. J'aime bien, elle a été décriée, mais parce qu'elle a été prise dans sa première approche, mais lui-même a écrit dessus et a complété. Mais si on reprend la pyramide de Maslow, une fois, c'est pas forcément une fois, mais quand on a satisfait ses besoins de sécurité, l'ensemble de la pyramide de besoins, je ne vais pas la redétailler, mais on a du coup ce besoin de participer à quelque chose de plus grand que soi. Et quand on rentre dans cette phase-là, c'est assez beau, et c'est là qu'on va conduire les gens à réaliser plein de choses. Mais de toute façon, c'est un vrai besoin en fait de se réaliser. Alors on l'appelle rêve ou pas, c'est pas grave le nom en fait. Ce qui est intéressant, c'est quelque chose, une action, un projet, quelque chose qu'on crée et qui fait que voilà, on avance, on se sent appartenir à plus grand, on se sent appartenir à un tout, on se sent connecté. Et c'est ça, je trouve, waouh, moi ça me... je m'envole. Et donc tu disais de ce que tu avais entendu dans tes interviews, qu'un des ingrédients magiques pour réaliser ses rêves, ses actions, ses projets, c'était de se connecter aux autres, donc d'être entouré. Est-ce qu'il y a d'autres ingrédients magiques que tu as pu entendre? Oui, l'ingrédient magique, c'est de se connecter à son ressenti, à son plaisir aussi. Quand la personne, elle sent qu'elle fait quelque chose et que elle n'a pas vu passer le temps, elle est dans un espèce de flou. Il peut s'être passé 2 heures ou 3 heures ou 5 minutes, elle n'a aucune idée du temps. En général, là, prendre conscience de ce à quoi on se connecte et qui, où on se sent très très bien. Et puis le sens, en quoi ça a du sens pour nous vraiment? Qu'est-ce qu'on nourrit? Comment, en réalisant ce rêve, je vais nourrir mes valeurs? Donc il y a plein d'éléments. En fait, tout ça, c'est des briques sur lesquelles on s'appuie et on grandit. Mais quand un rêve va aller nourrir une valeur, waouh! Et il va forcément, du coup, on va forcément avoir un effet cliqué. Ah bah tiens, on peut faire ça. Ah bah tiens, oui, mais on pourrait faire ça et on pourrait faire ça. Et même si les gens des fois pensent que leur rêve est personnel, il est toujours inspirant. Je pense à une personne que j'apprécie beaucoup et qui a eu le rêve à un moment donné de traverser l'Atlantique à la rame. On pourrait dire c'est un rêve personnel, mais en fait il a été un exemple. Tu vois, quelque part, lui il peut faire ça, ok, et peut-être que moi je peux réaliser ça. Et c'est ça que je trouve joli, c'est-à-dire que même dans la réalisation d'un rêve personnel, on voit bien, il y a des personnes qui sont inspirantes, il y a des grands sportifs, des aventuriers, etc., des personnes qui sont inspirantes et qui, sans faire la même chose, vont se dire, ok, quand même, qu'est-ce que moi je pourrais faire dans le sens de ce qui me fait grandir. Voilà. Et en se faisant grandir, on fait grandir les autres. C'est ça que je trouve magique. Ouais. Et qu'est-ce qui se passe si on réalise pas son rêve? Il faut faire attention à l'appellation. C'est-à-dire que il y a des gens qui peuvent être très très heureux, très bien dans leur vie et très bien avec les autres. Et quand on leur dit est-ce que tu réalises tes rêves, ils disent pas forcément. Mais en fait, ils sont en accord avec eux-mêmes. Et du coup, ils développent des choses dans leur vie qui font qu'ils sont en accord avec eux-mêmes. Là où c'est compliqué, c'est quand une personne s'interdit de rêver, de faire des choses en accord avec elle, quel que soit ce qu'elle fait, et commence à s'éteindre, et commence à devenir aigrie, et ne plus oser faire quoi que ce soit. Malheureusement, j'en ai beaucoup rencontré dans les grosses structures où à force de se dire je dois avoir cet emploi parce qu'il faut que je nourrisse ma famille, même si c'était quelque chose qui avait du sens au départ, de pouvoir se dire c'est super, je procure un bien-être matériel à ma famille. Au bout d'un moment, s'il n'y a pas une autre nourriture, la personne peut s'éteindre. Moi j'utilise vraiment ce terme-là, et du coup déprimée,
avoir un manque d'estime d'elle-même. Ça peut même, il y a des études qui montrent que quand on prend pas assez soin de cette petite flamme intérieure, on va avoir un système immunitaire moins efficient, on peut tomber plus malade. Bon, bien sûr, il n'y a aucune vérité, c'est pas écrit. En revanche, on sait que plus les personnes sont bien, plus elles sont en bonne santé, et souvent faire des choses, poursuivre des rêves, créer une dynamique dans ce qu'on a envie de faire, dans le contact aux autres, et qui fait que ça maintient quelque part la personne en vie, dans ses envies. C'est un jeu de mots, en plus loin vie, et l'envie de faire quelque chose. Et du coup, ça participe d'un mieux, finalement, pour tout le monde. J'ai jamais vu une personne qui réalisait ses rêves qui était déprimée. Mais justement, quand tu peux être éteinte, déprimée, comment réallumer cette flamme? Comment réussir à repasser dans cet état de rêve et de réalisation de ce rêve? Alors là, je ferai très attention dans la réponse, parce que il peut y avoir une partie pathologique, et là, du coup, c'est vraiment du ressort des psychothérapeutes. Mais il peut juste y avoir une partie, je m'autorise pas, et peut-être d'aider la personne à voir qu'est-ce qu'elle s'autorise pas, et ça serait comment si elle s'autorisait, et qu'est-ce qu'elle pourrait s'autoriser en toute bienveillance dans un environnement où la personne prendrait confiance en elle, et du coup ouvrirait à son rythme d'autres portes, qui permettrait d'ouvrir d'autres portes. Voilà. Je sais pas si j'ai répondu à ta question. Et comment on pourrait aider les autres à réaliser leurs rêves? Quand j'ai monté ce grand projet, là, Réalisons nos rêves pour un monde meilleur, c'était vraiment mon intention de dire et vous, si vous aviez un rêve, ça serait lequel? Et le questionnement est très puissant. Il y a des personnes, quand je leur expliquais mon projet, qui me disaient « Oh, mais alors, c'est intéressant ce que tu me dis. Et moi, ça serait quoi mon rêve ?» Et je trouve que c'est chouette. C'est là où je dis l'exemple et le groupe est énorme. On va avoir une société qui se crée, qui arrive à générer des choses assez fabuleuses, et on se dit waouh, c'est super, et quelque part c'est inspirant. Moi je crois beaucoup à l'inspiration, et on se dit ok, super, et qu'est-ce que je pourrais faire, et comment je pourrais peut-être m'associer avec des personnes, et qu'est-ce qui a du sens. Voilà, se poser des questions pour les personnes qui sont éteintes, doucement rallumer la petite phrase par un questionnement, par se reconnecter, aider la personne à se reconnecter à ce qui vibre en elle, parce qu'on a tous des choses qui vibrent en nous, on les a peut-être oubliées parce qu'on a été un peu sous le poids du quotidien, des obligations, en coaching, on voit les drivers, et je trouve ça passionnant. En fait, les drivers, sont les petites choses qui nous conduisent en sous-main. C'est ok si je décris ça rapidement? Ouais, avec plaisir. En fait, il y en a 5. Il y a le soi parfait. Le soi parfait, c'est la petite phrase, la personne qui rentre de l'école avec une note, elle est super contente, elle a eu 15/20, et le parent, pensant, c'est dans son référentiel, donc ne pense jamais mal faire, mais dit à la personne « Ah oui, c'est quoi la meilleure note de la classe ?» Et là, en fait, il y a tout de suite une descente émotionnelle. « Ah ben oui, la meilleure note, c'est 18 ou 20. » Et du coup, l'enfant, quand il va entendre ça, va se dire c'était pas assez bien, mon 15/20. Et va, par plein de petites phrases comme ça qui peuvent paraître anodines, commence à se dire moi, si je fais quelque chose, ça doit être parfait. Et donc, ça a plein d'avantages, ça va faire des gens qui sont rigoureux, fiables, etc. Et ça peut emmener des freins, dans le sens où les personnes se disent je vais pas faire ça parce que je vais pas le faire de façon parfaite. Et donc, bloquer la mise en route. Donc ça, c'est le premier, soit parfait. Il y en a un deuxième qui est soit fort. Alors malheureusement, il y a encore beaucoup là on pourrait parler pendant des heures, on va pas le faire, mais il y a beaucoup de stéréotypes encore, malheureusement, avec des petits garçons qui s'entendent dire un garçon ça pleure pas, un garçon c'est fort. Et en fait, ça par
par plein de petits biais, là je donne juste un exemple, mais par plein de petites phrases, l'enfant va se dire, ça peut être une femme aussi bien sûr, va se dire moi je dois être forte. Et du coup, ça va donner des personnes qui effectivement sur qui on compte, qui ont un leadership, qui vont toujours répondre. Et puis le côté, c'est toujours un côté positif et un côté négatif. Il s'agit pas du tout de remettre en cause nos drivers profonds. Il s'agit juste de prendre conscience de à quel moment ça va m'empêcher de faire quelque chose. Et par exemple, le driver soit fort peut conduire la personne à ne plus faire attention à ce qu'elle ressent. Et donc peut conduire des personnes à des burn-out, parce que finalement, ah non mais je peux y arriver, oui on me demande de faire ça, oui bien sûr, et pof, donc la personne se met en route, ce qui est très très bien. Attention au fait de pas s'écouter. Il y a un autre driver qui est un troisième driver qui s'appelle fait plaisir, et ce driver-là, il va être instillé aussi, moi j'aime bien prendre des exemples dans l'enfance, c'est souvent se construit dans l'enfance, c'est un parent qui va dire à l'enfant « Oh, cette personne, elle est extraordinaire, elle est toujours en train de rendre service à tout le monde, elle est toujours disponible, elle est toujours à l'écoute des autres. » Et donc l'enfant va intégrer ça dans son référentiel. Oh, c'est super important de prendre soin des autres. C'est très très bien parce que ça va donner des personnes qui vont être très empathiques, qui vont avoir un radar émotionnel très développé. Et ça peut avoir un frein qui est que finalement une certaine culpabilité à ne pas aider les autres. Et peut-être de ne pas écouter son propre besoin. L'autre a besoin de quelque chose, je vais l'aider, alors que peut-être que mon besoin à moi, ça serait de prendre soin de moi. Il y a un autre driver qui est vraiment intéressant, on est au 4e, qui s'appelle « Fais des efforts ». Ou si on reprend l'exemple de l'enfant qui revient avec sa note et qui a un 13/20, et le parent va dire « Bon, est-ce que tu as fait tout ce que tu pouvais faire ? Est-ce que tu as bien appris tes leçons ? Est-ce que tu as fait vraiment le meilleur de ce que tu pouvais faire ?» Et l'enfant va dire « Oui, mais j'ai vraiment fait tout ce que j'ai pu. »« Ah écoute, c'est très très bien. » Et là, en fait, on va, le parent, toujours inconsciemment, mais va valoriser ce fait des efforts. Alors ça va donner des personnes qui ont une capacité de travail incroyable, qui peuvent faire plein de choses, qui sont endurants, etc. Et attention, ça peut avoir comme frein que finalement, l'objectif n'est pas important. Le chemin est important. Et du coup, ça peut donner des personnes qui finalisent jamais leur projet. Parce que finalement, ce qui compte, c'est de faire de son mieux. Et si on n'atteint pas l'objectif, c'est pas grave. Donc, on voit que par rapport à la réalisation des rêves, ça va être important de regarder en quoi le driver aide ou en quoi le driver est un frein. Et enfin, le dernier driver, le 5e, qui est dépêche-toi. Alors qu'il va être, c'est tout bête, hein, un enfant. Bon, dépêche-toi, il faut aller à l'école. Là. Bon, dépêche-toi, tu mets tes chaussures. Bon, dépêche-toi. Bon, écoute, tu fais tes devoirs rapidement, hein, comme ça, c'est fait, on est tranquille. C'est des petites phrases complètement anodines, et qui vont faire que l'enfant va se dire, ok, en fait, si je fais vite, c'est bien. Donc ça va donner des gens qui vont faire plein de projets en même temps, qui vont être hyper réactifs, qui vont être vraiment dans l'action. Et là, le risque, ça peut être pas de faire trop vite, et du coup de faire des choix un peu trop rapidement, de se dire ah tiens bon, si j'avais pris le temps, j'aurais peut-être pas fait comme ça. Et puis aussi d'épuisement, de surmenage, en faisant pas attention à soi. Donc si on reprend ces cinq drivers, soit parfait, soit fort, fais plaisir, fais des efforts, dépêche-toi, on voit que par rapport à la réalisation des rêves, on peut avoir une dominante, on les a quasiment tous on a un peu tous ces 5 drivers. Ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser ce qui est positif et d'être conscient de ce qui peut être un frein. Voilà, de bien avoir ces éléments-là en tête pour atteindre le but qu'on s'est fixé, pour désacraliser le mot rêve. Mais voilà. Merci pour l'explication de ça, je vais aller faire l'exercice et me pencher sur les miens. Tu as commencé à nous parler de ce projet où tu as permis à des personnes d'exprimer leurs rêves, ou en tout cas tu les as interrogés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui,
en fait, moi, je me suis réveillée un matin en me disant, waouh, t'as 50 ans là. Alors, si tu regardes sur le temps de vie, on va dire que t'es quand même plus loin de la moitié que... Voilà, et je me suis dit, eh ben, si je mourais demain, qu'est-ce que j'aurais regretté de ne pas avoir fait? Et la réponse pour moi, c'est donc une toile monumentale. Et monumentale, ça veut dire pour moi 24 mètres par 50 mètres, c'est-à-dire un quart de terrain de foot. Et je me suis dit, j'ai envie que cette toile gigantesque, elle puisse être exposée par terre, n'importe où. Et j'ai envie que les gens puissent écrire leurs rêves sur la toile, donc moi j'ai peint le fond, et que ça soit à l'image de la vie. C'est-à-dire qu'en fait, justement, si chacun se réalise son rêve, j'adore cette phrase, je sais pas de qui elle est, si chacun fait la lumière autour de soi, le monde entier sera illuminé. Et en fait, que chacun réalise son rêve, si on réalise son rêve, on va être bien, on va être heureux. Quand on est heureux, en règle générale, on est bien avec les autres. Donc en fait, c'est une dynamique globale. Si tout le monde réalise son rêve, pourquoi il y a des guerres? Pourquoi les gens pourquoi il y aurait tout ça? Non, chacun se sentirait à sa place. Et du coup, c'est joli de voir comment une personne, j'ai une petite jeune que j'adore, que je suis depuis longtemps, et qui avait écrit sur la toile, par exemple, mon rêve c'est d'être pâtissière. Et sa maman, voilà, par rapport à son histoire, elle lui dit, écoute, tu fais des études supérieures, tu fais 3 ans tu vas jusqu'à la licence et après tu fais ce que tu veux. Et donc elle est allée à la licence. Et là, elle m'envoie des snaps, des pâtisseries qu'elle fait. Elle me dit, regarde Isa, je l'ai écrit sur la toile. Et là, ça y est, regarde, je serai pâtissière l'année prochaine. Et c'est joli, en fait, pour moi. Ce que j'ai aimé dans ce projet, c'est justement ce côté participatif. Moi, c'était mon rêve de faire une grande toile qui puisse aller n'importe où, qui soit... Pour moi, l'art, il est fondamental, et donc j'ai vraiment envie que les gens ils puissent voir de l'art partout. J'adore l'art dans la rue parce que je sais que ça peut être intimidant de rentrer dans une galerie. Je sais que tout le monde va pas forcément dans les musées parce que c'est aussi une histoire, une culture, une façon de vivre. Et finalement, l'art qui est là partout, je trouve ça du coup abordable à tous, et de se dire, on va pouvoir tourner autour de la toile et dire, ah ouais, tiens, alors elle a écrit, moi je rêve d'être pâtissière. Je suis intervenue lors de la convention pour les droits de l'enfant, et c'était extraordinaire ce qui était écrit par des enfants. Après, j'ai amélioré le process en demandant de mettre le prénom et l'âge, parce qu'il y avait des rêves, mais jamais personne n'aurait pu dire que c'était un enfant de 10 ans qui avait écrit ce rêve-là. Est-ce que tu peux nous en dévoiler ça? Il y avait je rêve d'un monde où les hommes et la nature seraient respectés. Autour de 10 ans. Je rêve d'un monde où les enfants pourraient toujours choisir d'être avec leurs parents. Je suis encore émue rien que d'en parler, tu vois. Il y avait des rêves. Il y avait une fille, elle était trop trop mignonne. Je rêve d'être présidente de la République. Mais oui, enfin c'était beau, quoi. Et en fait, moi je crois beaucoup à l'intention. Et je me dis, c'est extraordinaire qu'il y ait une intention, parce que après il y a tout un système dans le cerveau où on va retenir que certains éléments, en fait. On appelle ça programmation neurolinguistique, peu importe le terme, mais en fait, on peut pas retenir toutes les infos que l'on voit. Le cerveau n'est pas suffisamment grand pour ça. Donc, on a des filtres internes qui font qu'on va retenir une information ou une autre. Si on commence à conscientiser ce filtre en disant, mon rêve, c'est je prends de créer une entreprise qui apporte du bien-être, et ben en fait, notre cerveau, en conscientisant cette partie-là, va capter toutes les informations qui viennent en lien avec ça. Et du coup, on va pouvoir travailler sur cette idée-là. C'est pour ça que je trouve très fort de faire écrire le rêve pour le ramener à la partie consciente, et du coup, qu'on puisse se dire, ok, c'est quoi mon premier pas? Parce qu'il y a toujours un premier pas que l'on peut faire. Pour monter l'Everest, la première des choses, ça va être de marcher. Est-ce qu'on peut mettre un pied devant l'autre? Voilà. Donc c'est ça que j'ai adoré, et je continue. Bon, j'ai été arrêtée par le Covid, mais je continue, et j'adore cette idée. Une fois, j'intervenais dans un IUT là au Creusot.
Et il y avait une bande de jeunes, c'était très très drôle. Et il y en a un qui arrive un peu roulant les mécaniques en disant ouais moi mon rêve, madame, je vais pas l'écrire, hein, parce que moi mon rêve c'est d'avoir une piscine, parce que là on peut pas s'entraîner, on peut pas aller à la piscine. Et on pose, on discute, et puis il y avait d'autres personnes autour. Il y en a qui dit ouais, en même temps, moi j'ai entendu parler, ils font bien des piscines là, chauffées par les centres d'ordinateurs. Nous, dans notre IUT, là, il y en a des tas, les centres d'ordinateurs. Ah ben ouais, l'autre qui rebondit. Ah ben ouais, mais au fait, on pourrait quand même demander, on pourrait quand même regarder. Et voilà, et en fait, là, on revient à l'intelligence collective, en fait. Du coup, ils étaient tous ensemble en train de se dire, un peu rigolo, bon ok, on va écrire un rêve sur la toile. Et finalement, en l'énonçant, pouf, ils voient qu'il y a des ressources autour et que, bah oui, en fait, on pourrait creuser les choses. Et c'est formidable parce que finalement, en le réalisant, il y a plein de choses qui se mettent autour. Il y a plein de choses je ne crois pas qu'on réalise un rêve seul, même si c'est un rêve qu'on va porter. Je prends Stéphane qui a traversé l'Atlantique à la rame, c'est toute une équipe. Il le dit, c'est toute une équipe, c'est tout un projet, c'est plein de personnes impliquées. Même un rêve seul, c'est jamais un rêve seul. Par contre, c'est une intention, et après, qu'est-ce qu'elle porte derrière, et qu'est-ce qu'elle embarque, et comment elle donne envie. Puis finalement, c'est de la connexion. Bon, voilà, je parle beaucoup. Hein. Ce que j'entends, c'est que finalement, un des premiers ingrédients pour réaliser son rêve, ça serait déjà de le verbaliser. Ouais. Et même de l'écrire, comme tu disais. Ouais. Et ça, on pourrait le conseiller à tout le monde, finalement. Oui, parce que du coup, on se pose la question, qu'est-ce que je vais écrire ? Et j'ai vu des personnes, j'ai fait différents moments où j'invitais les personnes à écrire leur rêve sur la toile, et je le referai. Et il y a des personnes qui venaient à un moment donné qui me disaient bon, Isa, moi je viens, mais je vais pas écrire là. Et puis voilà, ça s'est étalé dans le temps parce qu'en fait j'ai commencé en 2018. Et puis après qui m'ont dit ah tu sais maintenant ça y est, mon rêve il est je le vois, mon rêve. Je peux venir l'écrire. Et waouh, c'est magique parce que la personne elle s'est mise en mouvement en fait. C'était quoi son rêve et comment elle pouvait mettre les choses en place pour s'en rapprocher. Et c'est dans la mise en mouvement, ça fonctionne toujours. Dès l'instant où on se dit qu'est-ce que je peux faire, dès l'instant où on rentre dans l'action, ça marche. Et tu viens me dire, ça y est, je vois mon rêve. Ouais. Est-ce que pour réaliser son rêve, une des clés, ça pourrait être la projection dans le futur, la puissance de la métaphore narrative? Oui. Ouais. Ah ouais, la métaphore narrative, c'est extraordinaire. Moi, j'adore. Il y a plein d'exercices là-dessus. J'adore. Voilà, vous avez une baguette magique et hop. Qu'est-ce que vous faites, ou d'amener les gens il y a plein de métaphores. Il y a celle de l'arbre qui est présentée par Dina Scherer que j'aime beaucoup. Est-ce que tu peux nous la décrire un petit peu? Je suis pas sûre que tout le monde connaisse. Ouais. Elle a présenté cette technique justement pour les jeunes. Parce que on peut avoir le syndrome chez quelqu'un d'assez jeune. Qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Et oui, mais encore. Oh, je sais pas trop. Et du coup, en fait, la personne n'arrive pas forcément à se projeter. Et là, c'est d'utiliser une métaphore, c'est-à-dire la métaphore de l'arbre, et d'aller chercher du coup. Ok, alors l'arbre, c'est quoi ses racines? Et les racines, ça va être l'histoire de vie. Comment on s'est construit. Et on a tous une histoire de vie. Et dans cette histoire, bien sûr, il y a eu des moments pas évidents, mais qui nous ont construits, en fait. Et que justement, on a dépassé ces moments-là. Où il y a eu des richesses, justement, des pépites qui font que, on peut s'appuyer là-dessus. Donc, identifier les racines. Ensuite, le sol, c'est les besoins. Alors on prend l'image de l'arbre, le besoin pour un arbre, ça va être de la terre et l'eau. Et quand on ramène la personne à ces besoins-là, du coup quand on parle de terre et eau, quelque part quand on poursuit, on se dit oui, c'est quoi qui est vraiment important? Enfin, qu'est-ce qui est vraiment important? Et par exemple, il y a une petite jeune qui me dit moi, amour et joie. Super, ok, on sait quels sont les besoins vraiment fondamentaux. Et puis le tronc, ça va être tout ce qui fait que l'arbre il tient s'il y a du vent ou qui s'est développé. Et du coup, ça va être les valeurs, les compétences, les capacités, ok. Et du coup, alors les branches,
tu pourrais faire quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu aurais envie de faire? Et du coup, la personne va se projeter. Ah ben tiens, moi ce que j'aime, c'est ça va être de créer des événements avec d'autres personnes. Ou moi ce que j'aime, c'est quand je fais quelque chose qui font que les autres se sentent mieux, ou etc. Et donc chacun va déployer ses branches. Et quand on le fait, c'est assez extraordinaire parce que bien sûr, il y a une corrélation complète avec les racines en fait. Et puis après, ok, c'est quoi les feuilles de l'arbre? Et les feuilles, c'est tous les soutiens. Et le soutien réel, des personnes qui sont là et sur lesquelles on sait qu'on peut compter, qui vont nous répondre. Et puis les soutiens qui sont eux-mêmes, voilà, des personnes inspirantes. Pour les jeunes, ça va souvent être des acteurs, des personnalités. Des stars, et c'est très intéressant parce que quand on leur demande du coup alors pourquoi cette personne est inspirante, et en fait les qualités qu'elle va décrire de ces personnes inspirantes sont les qualités de la personne, parce qu'en fait on voit chez les autres les qualités que l'on a chez soi, donc c'est très beau parce que finalement du coup voilà, ça va donner plein de soutien et justement que la personne se sente pas seule, parce que ma conviction et toutes les interviews montrent que on réalise des choses ensemble avec le soutien des autres. Et puis après les fruits de l'arbre, et alors ça te procure quoi? Et quand on se connecte justement au plaisir d'avoir accompagné quelqu'un qui va se sentir mieux, d'avoir réalisé quelque chose qui procure du plaisir, on va se connecter à ce plaisir là, et là on va renforcer la motivation. Et puis après, donc on a le cadre de l'arbre, dans quel univers il est. Et là, ça va permettre de se projeter, finalement, est-ce que j'ai envie d'être dans tel pays ou dans tel autre? Est-ce que finalement, moi, je vois ça à une échelle très, très locale, ce qui est complètement ok? Est-ce que je vois ça de façon nomade? Voilà, de prendre conscience du cadre et de ce qui va ce qui va permettre cette réalisation. Donc cet exercice, cette activité de métaphore visuelle avec l'arbre de vie, ça peut permettre aux jeunes, aux nouvelles générations de verbaliser leurs rêves et puis on l'espère de les réaliser. Ouais. Et ce qui est très fort, c'est le partage. C'est que chacun fasse son arbre, parce que ce qu'on sait faire, ça nous paraît toujours évident à nous. Mais quand on le décrit aux autres, les autres sont là. Waouh, ah ouais, toi tu sais faire ça, et en toute honnêteté. Et du coup, le partage va être très fort pour se dire ah ouais, ok, ah ouais, toi t'es fort, c'est ça. Moi, waouh, je trouve que et de faire parler sur l'art de l'autre. Waouh, je trouve qu'il y a beaucoup de congruence. Voilà, où moi je suis impressionnée, et chacun va parler, et du coup en fait on va avoir un renforcement aussi des personnes par l'extérieur, par le regard, parce qu'on est quand même, l'être humain c'est construit dans la communauté. Un être humain seul était presque tout le temps voué à la mort. Maintenant nos sociétés ont évolué, mais on a toujours autant, à mon sens, besoin des autres. Si on fait un pas de côté et qu'on parle de rêve d'entreprise, comment ça résonne avec ce que tu as pu étudier, ce que tu as pu voir ces derniers mois? Alors, moi, je suis très, très touchée. Je pense qu'on a absolument besoin des rêves d'entreprise. On a besoin d'entreprises qui reconstruisent le monde. Ma conviction, c'est on va pas rentrer dans ce débat-là, mais voilà, on est arrivé au bout d'un modèle. On le sait quand même, on n'a qu'à lire le rapport du GIEC, on est arrivé au bout d'un modèle sociologique, un modèle d'entreprise, un modèle de capitalisme. C'est fini, quoi. On peut pas continuer. Le 5 mai, là, la France a consommé 1,5 fois je mélange les 1,7 fois, on consomme beaucoup les ressources, c'est un truc, c'est fou, quoi. Donc, et je pense que l'entreprise, c'est une vraie force quand je vois des entreprises qui étaient citées dans le documentaire Demain, et qui se disaient ok, alors comment on construit autrement, comment on conçoit autrement, avec le respect des ressources, des personnes, de l'environnement, un respect complet. Et je pense que
l'entreprise a un rôle énorme à jouer. Déjà, les entreprises qui apportent du bien-être, quand on apporte du bien-être aux personnes, on sait que les personnes se sentant mieux vont elles-mêmes pouvoir contribuer davantage. Donc, je pense que c'est un démultiplicateur énorme et qu'on a absolument besoin de reconstruire autrement les choses et que l'entreprise est indispensable et a un rôle énorme à jouer. Si on amène toutes ces intelligences, toutes ces personnes, du coup, à se connecter à un rêve d'un monde meilleur, et ça serait quoi la contribution que pourrait avoir l'entreprise dans laquelle on travaille à ce monde meilleur? Si tout le monde s'y met du haut en bas, on va avoir une puissance de démultiplication énorme. Et pourquoi pas se connecter via une grande fresque, oui, en se disant ok, c'est quoi notre rêve pour un monde meilleur? Et je pense qu'il y a de quoi la remplir. J'entends beaucoup de résonance avec les programmes de formation, des parcours d'innovation qu'on peut appeler intrapreneuriat ou de prise d'initiative. Oui, je pense que c'est très fort. Si chacun prend conscience, et c'est quoi ma valeur en tant qu'individu et qu'est-ce que je peux apporter? Et oui, je pense que c'est très très fort. Je pense que ces formations, elles sont indispensables. Même moi, je rêve que l'école soit différente, qu'on commence par enseigner la bienveillance, l'empathie, la prise de confiance en soi. Bon, après, moi, je vais partir. On peut rester là toute la journée alors qu'on entend nos ventres gargouiller parce que il est 13h et peut-être qu'on a un peu faim. Oui. Ouais. Peut-être pour une dernière question, Isabelle, par rapport à toutes les personnes que tu as interrogées sur la réalisation de leur rêve, il me semble que tu leur demandais quels conseils vous donneriez justement à des personnes qui n'osent pas rêver, qui n'osent pas réaliser leurs rêves. Est-ce que tu aurais des pépites à nous partager? La première pépite, c'est de s'appuyer sur les autres. La deuxième, c'est vraiment d'y aller, d'avancer. Allez-y, quoi. Croyez en vous, faites-le, quoi. Faites-le. Qu'est-ce que vous risquez? Et je trouve ça très très joli, quoi. Et chaque fois, je suis admirative des personnes que j'ai interviewées. Et ce que j'aime, c'est l'élan, quelque part, tout ce que, au travers de leur réalisation de rêve, elles permettent aux autres. On l'a entendu là dans notre discussion, donc tu es formatrice, facilitatrice, coach, mais aussi artiste peintre. Est-ce que tu accompagnes des personnes, hommes, femmes, enfants, grâce à la peinture, à réaliser leurs rêves, à avancer dans le développement personnel? Ce que j'aime dans l'activité de peindre et ce que j'ai développé dans mes cours, c'est la prise de confiance en soi. La prise de confiance en soi, elle peut se faire au travers de plein de choses. Et elle peut se faire au travers de la peinture, au travers du dessin, au travers de discussions, dans les ateliers déjà, d'introduire que non, la comparaison c'est un poison. Et oui, toute activité peut donner confiance en soi. Et c'est ça qui est extraordinaire. Je te propose qu'on s'arrête là. Et pourquoi pas créer un deuxième épisode avec des éléments qui vont émerger dans les semaines à venir. Un grand merci Isabelle pour tout ton partage. Et puis pour tes yeux qui brillent, ton grand sourire et à tes côtés, je pense qu'on peut réaliser de nombreux rêves. Un grand merci à toi Laura. À bientôt. À bientôt. Voilà, c'est fini. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné un éclairage sur la réalisation de vos rêves. On aurait pu continuer à discuter pendant des heures, parler de pratiques narratives, d'ateliers philo pour les enfants, de facilitation au service du collectif. Mais pourquoi pas dans un prochain épisode? En tout cas, d'ici là, n'hésitez pas à la contacter sur LinkedIn. Isabelle sera ravie de vous rencontrer, de répondre à vos questions et pourquoi pas de vous permettre d'écrire vos rêves sur sa grande fresque. Je vous souhaite une très très belle journée et vous dis à bientôt dans la foule.